Bienvenue à Santé sans détour, le balado qui rassemble les personnes citoyennes et scientifiques pour discuter de recherches sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète et l'obésité. Je m'appelle Dominique et je suis étudiant au doctorat en kinésiologie à l'Université Laval. Ça me fait plaisir de vous présenter ce projet-là sur lequel mes collègues et moi on travaille depuis plusieurs années. Santé sans détour, c'est le résultat de discussions qui ont eu lieu lors des rencontres de la communauté citoyenne du réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité, le réseau CMDO. Dans les discussions entre les citoyens, citoyennes et étudiants, étudiantes, on a beaucoup parlé de la difficulté qu'on a à trouver des réponses à nos questions quand on cherche de l'information dans les médias traditionnels ou en ligne. Souvent, l'information n'est pas claire, pas à jour, incomplète ou carrément fausse. Donc, comme le réseau CMDO regroupe plus de 900 experts et expertes qui font de la recherche au Québec, on voulait trouver une façon d'ouvrir le dialogue entre les scientifiques et la communauté pour enfin avoir des réponses claires, complètes et à jour sur les questions qui nous touchent. Pour lancer le projet, on a réussi à obtenir des fonds du concours Regard Objectifs en développement durable du Fonds de recherche du Québec. Donc, à chaque mois, on vous propose une discussion entre une personne citoyenne et un chercheur ou une chercheuse qui va être animée par les étudiants et étudiantes. Les discussions vont porter sur la recherche qui touche à la santé du cœur, au métabolisme, au diabète et à l'obésité. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre premier épisode qui a été enregistré il y a déjà un an, où on parle de l'importance de la recherche, de son fonctionnement, du travail de chercheur et de l'implication citoyenne en recherche. Bonne écoute! Bonjour Denis, bonjour André. Merci d'avoir accepté notre invitation là, pour venir parler ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je vous laisserai en fait vous présenter. Denis, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour. Mon nom est Denis Boutin. Je suis un citoyen intéressé à la recherche et en fait, je suis diabétique de type 1 depuis 40 ans. Puis ma santé m'a amené à m'intéresser à la recherche, évidemment, plus sur le diabète, plus particulièrement sur le diabète pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et voir si on ne peut pas trouver une solution à cette problématique-là. Mon parcours professionnel n'a rien à voir avec la recherche en santé. Jusqu'à récemment, je travaillais en géomatique. Puis en 2017, j'ai été invité à participer à un projet de recherche à titre de participant, un projet de recherche sur le diabète. Puis, j'ai trouvé ça bien agréable. Mon rôle là-dedans était clair, c'était bien agréable. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à participer à d'autres projets de recherche, en fait plusieurs depuis ce temps-là, à titre de patient partenaire. Donc, dans des rôles très variés, dans des rôles où je donne mon avis sur certaines choses, sur des projets de recherche, sur d'autres fonctions où je participe en titre de ma vie professionnelle à titre j'ai travaillé en géomatique, donc j'offre dans certains cas ces petites expertises-là. Dans d'autres cas, je participe à des boards de direction pour la gouvernance, pour essayer d'améliorer la participation des patients partenaires ou des patients à la recherche. Donc, un peu de tout ça, mais donc, je suis passionné par ça, puis un peu ça, je pense. Merci beaucoup, puis merci encore d'être là aujourd'hui. André, je te laisserai aussi te présenter. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici pour cette rencontre. Je m'appelle André Tchernoff et je suis professeur à l'Université Laval, à l'École de nutrition, Faculté de sciences d'agriculture et alimentation, et j'ai un laboratoire de recherche à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Donc, ça fait près de 20 ans que je suis professeur, je suis un chercheur aussi. Et je travaille sur l'obésité, le diabète, les maladies cardio-métaboliques, une forte composante en physiologie des tissus adipeux, biologie de l'obésité, de la perte de poids. Je travaille en étroite collaboration avec les chirurgiens qui font la chirurgie d'obésité ici à l'Institut. Et en 2021, j'ai eu l'honneur de me voir accorder la direction du réseau en santé cardio-métabolique, diabète et obésité du Québec. Donc, c'est un peu à ce titre-là que je suis présent ce matin. Merci beaucoup. Merci d'être là, puis merci de nous accorder un peu de ton temps aujourd'hui aussi. Là, c'est très apprécié. On se rencontre ce matin pour parler de recherche, comprendre un peu c'est quoi, comment ça marche, à quoi ça sert. André, si tu avais à expliquer ça à quelqu'un, dans le fond, la recherche là, en général, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas,
comment tu expliquerais ça? Ouais, ben, si on regarde la définition de la recherche, c'est toutes les actions qui sont faites pour générer de la connaissance scientifique de façon très, très générale, puis ça s'applique à tous les champs. Fait que c'est un peu ça, en fait, quand le travail du chercheur, c'est de faire une série d'étapes, qui est la méthode scientifique, pour en arriver à générer des connaissances. Puis la méthode scientifique, c'est d'observer ce qui est connu, d'émettre une hypothèse sur ce qui va se passer si on fait une expérience, faire l'expérience, avoir l'observation du résultat, puis mettre le résultat en contexte avec le reste, puis de recommencer le cycle de la recherche. Puis c'est comme ça qu'on avance, en fin de compte, avec la méthode scientifique. Faire de la recherche, c'est ça, en gros. André, est-ce que je peux poser une question sur le fait des fois, on dirait que les recherches se contredisent. Comment on peut analyser ça en type de citoyen? Comment est-ce qu'on regarde ça? C'est vraiment intriguant de voir souvent, bon, une recherche dit ça, l'autre recherche dit ça, puis là, bon, on se demande qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux. Mais en fin de compte, la recherche, c'est un processus continu, puis qui est autocorrectif, en fin de compte. Hein. Fait que là, ben, un chercheur va arriver avec une nouvelle hypothèse, il va la prouver, puis ça contredit ce qui était connu auparavant. Ça change de paradigme et c'est les nouvelles connaissances qui font que maintenant, on part sur une nouvelle base. Fait que c'est ça qui est, à long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans, là, on comprend qu'on n'avait pas raison en telle année de penser telle affaire. Mais quand ça arrive, ben c'est dur de savoir qu'est-ce qui est le vrai puis qu'est-ce qui est le faux parce que ça nous déstabilise constamment. Puis, il y a des exemples dans l'histoire de la science. Là, quand on a commencé à penser que la Terre tournait autour du Soleil plutôt que l'inverse, ben, c'était un changement de paradigme assez important. Les gens qui ont vécu ce changement de paradigme-là devaient se demander qu'est-ce qui est vrai. Là. Maintenant, on sait très, très bien qu'est-ce qui arrive. Fait à une plus petite échelle, peut-être dans la science de l'obésité, du métabolisme, du diabète, ben, c'est un peu ça qui se passe. C'est le processus d'autocorrection de la science qu'on vit au quotidien. Peut-être une autre question. Est-ce que il y a des fois des recherches que j'ai l'impression que dans certains cas, il y a une hypothèse qui a été mise, puis à la fin de la recherche, on n'arrive pas à prouver cette hypothèse-là, ou pire encore, on prouve le contraire. Est-ce que c'est considéré comme un échec? Au contraire. Puis, en fait, c'est ça. De savoir que quelque chose est faux, ça donne de l'information aussi. Malheureusement, dans la littérature scientifique, souvent, il y a un biais de publication, puis on va publier plus facilement, ça c'est bien démontré, là, on va publier plus facilement les hypothèses qui se vérifient que les hypothèses qui sont infirmées, en fin de compte, par l'observation. Fait que ça crée une espèce de biais, puis peut-être une perte d'énergie un peu parce que l'hypothèse qui a été testée, qui ne se vérifie pas, le fait qu'elle ne soit pas publiée, bien, ça fait que quelqu'un d'autre va l'essayer à côté. Puis c'est jusqu'à temps qu'il y ait assez de monde qui l'a essayé que ça devient connu que cette hypothèse-là ne marche pas. Là. Fait que il y a ce biais-là qui est dans la science, en fait. Quand on a tendance à vouloir peut-être entendre plus les résultats qui confirment ce qu'on avait prédit que ce qu'on... Puis ça, c'est bien documenté, en fait, ce biais-là. Ouais. Ça semble ingrat, la recherche, dans certains cas. Oui, puis c'est ça pour une hypothèse qui se vérifie, il y en a plusieurs qui vont être infirmées. Dans un projet de recherche de 5 ans là, qu'on soumet pour un financement, on obtient le financement, il y a toute une série d'hypothèses, puis la plupart du temps, les hypothèses se vérifient pas ou vérifient pas exactement. Fait que là, ben, ça nous amène à repositionner, à se questionner comment ça se fait qu'on a une réponse différente. Fait que oui, mais c'est de l'exploration. Hein. C'est la nature qui nous dit comment ça fonctionne. Fait que c'est vraiment très, très intéressant d'être à la limite des connaissances comme ça. Dans le fond, la recherche, c'est un peu d'apprendre de nos erreurs. Là. On se trompe, puis après, en se trompant, on apprend des nouvelles choses, on construit à partir de ça pour réussir à mieux comprendre certains phénomènes. Oui, oui. André, sans nous donner un cours sur la recherche, il y a des termes, des fois, comme un monde ordinaire qui ne fait pas partie de la recherche, on a misère à comprendre. Donc, la recherche fondamentale, clinique, préclinique. Un peu, peux-tu nous donner une petite description rapide de tous ces termes-là?
Absolument. En fait, là, on est dans la recherche en santé, donc on cherche à améliorer la santé des gens. C'est ça, la recherche. C'est parce qu'il y a de la recherche scientifique qui ne touche pas la santé, la recherche en géologie, en géomatique même, il y en a. En recherche en santé, il y a 4 piliers qui ont été établis, 4 piliers de la recherche en santé. Le premier pilier, c'est la recherche fondamentale qu'on dit préclinique, c'est-à-dire qui va toucher des choses avant que ce soit applicable en clinique. Souvent, ça, c'est de la recherche en laboratoire sur des modèles de cellules en culture ou encore sur des animaux, par exemple des souris ou des rats. Et donc, c'est de la recherche qu'on dit préclinique, puis on l'appelle souvent la recherche fondamentale parce que c'est les fondements souvent moléculaires des maladies qu'on va explorer, là. Par exemple, des neurones qu'on va mettre en culture, puis on va aller regarder leur stimulation électrique. On va essayer d'enlever des gènes chez la souris, voir comment elle réagit à tel ou tel stimulus. Donc, c'est de la recherche préclinique. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la recherche clinique. Ça, c'est de la recherche qui se fait avec des patients. Donc, la recherche avec des patients, ça fait que des patients, des participants de recherche qui vont consentir à participer à un projet et qui vont être soit observés dans certaines situations ou encore chez qui on va faire un traitement, que ce soit avec une molécule, avec de l'exercice, avec une intervention nutritionnelle, dans un devis expérimental, souvent qui est randomisé ou contrôlé. Bon, ça, c'est de la recherche clinique. Et ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la recherche populationnelle. Et donc là, on va regarder à l'échelle de la population. Qu'est-ce qui se passe sur un enjeu de santé? Puis un des exemples, c'est la recherche qui se fait, par exemple, sur les issues de santé quand on met en place un système de vélo public à Montréal. Est-ce que ça améliore la santé des individus? Fait que c'est une intervention qu'on dit naturelle, une expérience où on utilise une intervention qui est faite comme mode de recherche scientifique et la cible, c'est la population en général. Fait que c'est complètement différent de regarder des personnes individuelles dans un devis. Là, on regarde la population. Puis ce qu'on veut, évidemment, c'est changer la direction où on s'en va, là. Fait qu'on veut, c'est des changements qui sont plus larges, c'est pas des médicaments qu'on veut donner, c'est des choses qu'on veut changer dans le contexte cardio-métabolique, diabète, obésité. Et ça serait vraiment des interventions comme dans le vrai monde, là, vraiment de ce côté-là, ça serait dans le... Il y a un côté vraie vie à la recherche populationnelle qui, effectivement, c'est des expériences naturelles. Fait qu'on va chercher des villes où ils ont mis des systèmes de vélo en place versus des villes où ils n'en ont pas mis, qui sont comparables, puis on essaie de voir. Fait que c'est de la recherche, c'est ça, où la cible est la population complète. Fait que c'est des recherches qui posent, évidemment, des défis méthodologiques importants, mais il y en a qui font des très, très belles choses, très, très utiles dans ce domaine-là. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est la recherche sur le système de santé ou sur les systèmes de santé. Donc, on a des systèmes de santé dans les pays de l'Occident, un peu partout, puis chacun a son fonctionnement différent, bon, des choses qui sont communes, des choses qui sont différentes. Donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent au fonctionnement du système de santé. Donc, est-ce que les trajectoires de soins, est-ce que tel type d'intervention à long terme, c'est bénéfique pour l'ensemble de la population qui traverse un parcours dans les hôpitaux ou dans des structures de systèmes? Donc ça touche un peu à l'administration du système de santé, mais aussi à l'organisation du système de santé et à la prestation de soins, puis aux méthodes d'intervention. Fait que c'est vraiment un sujet de recherche en soi. Fait que c'est 4 piliers de la recherche qui couvrent l'ensemble de la connaissance, en fin de compte, qu'on a sur la santé. Super. Puis André, juste pour clarifier, tu as mentionné un devis de recherche randomisé ou contrôlé. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oui, ben c'est dans la recherche clinique. Oui, j'utilise des termes un peu techniques, là, mais quand on randomise, c'est que le participant de recherche arrive, puis on va lui attribuer un groupe, soit l'intervention ou le placebo, par exemple, dans le cas d'une intervention avec un médicament. Puis le patient ne sait pas s'il reçoit le vrai médicament ou le placebo, et l'expérimentateur non plus.
la plupart du temps. Donc, ça, c'est randomisé. Contrôlé, c'est que il y en a un qui reçoit le médicament, puis l'autre, il reçoit rien. Mais en fait, c'est différentes modalités expérimentales qui peuvent être utilisées en recherche clinique, donc dans le pilier numéro 2. Je disais tantôt que je ne voulais pas avoir un cours, mais puisque tu es à ma merci, j'ai donc droit à une autre question. Le terme étude longitudinale, je l'entends souvent, puis je pense que je ne comprends pas ce que c'est en une phrase. Une étude longitudinale, c'est suivi dans le temps. C'est suivi dans le temps. Donc, avec un suivi dans le temps. On peut mesurer les gens une seule fois, ça, c'est une étude transversale, mais si on les mesure plusieurs fois, les mêmes individus, ça, c'est longitudinal. Donc, toute une vie. Dans certains cas, des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est 5 ans. OK. Ouais. C'est bon. Merci. Puis, si tu peux clarifier, je le sais que ça m'a pris du temps, moi, à me démêler un peu là-dedans, mais quand on entend que quelqu'un est docteur, s'appelle un docteur, des fois, on dirait que ça réfère à des personnes qui font de la recherche, des fois, ça réfère à des médecins, des pharmaciens. C'est quoi la différence, dans le fond, entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la formation est pareille? Comment on distingue ça? En fait, c'est deux choses différentes. Docteur en médecine, puis philosophie et docteur en latin. Le premier, il y a un doctorat aussi de premier cycle en pharmacie, c'est la même chose. C'est des doctorats, c'est-à-dire que c'est une formation qui est très, très étendue dans le temps, puis qui est très, très détaillée, intensive, qui amène à faire un doctorat. C'est un doctorat de premier cycle et ces personnes-là sont membres des ordres professionnels qui leur permettent d'exercer la médecine ou la pharmacie. Donc, un médecin est un praticien on va l'appeler docteur parce qu'il a fait le doctorat de premier cycle. Le docteur, au sens académique du terme, si on peut dire, c'est le docteur qui a fait une recherche, une formation à l'université qui lui permet d'inventer de nouvelles connaissances. Donc, au doctorat, le critère pour avoir un doctorat, c'est d'avoir effectivement inventé des nouvelles connaissances. Et donc, on lui donne le titre en latin de philosophie et docteur, c'est-à-dire docteur en connaissances. Et c'est un titre différent. Donc, ça, c'est le PhD, le fameux PhD qu'on connaît, là. Et ça, ça permet pas ça ne donne pas la permission de pratiquer la médecine aucunement ou la pharmacie. C'est simplement des connaissances, le PhD. Et la différence, en fait, il y a plusieurs médecins, docteurs qui font de la recherche. C'est que le médecin va traiter des patients, rencontrer des patients, puis régler leurs problèmes au niveau individuel. Mais aussitôt que ce médecin-là commence à collecter des données, puis à émettre des hypothèses, puis suit la méthode scientifique, à ce moment-là, il fait de la recherche parce qu'il fait les actions qui amènent à générer des nouvelles connaissances. Il ne fait pas juste traiter un patient à la fois, mais il se pose une question. J'ai observé telle chose dans mes patients. Si je faisais telle chose, qu'est-ce qui arrivait? Puis il décide de prendre des mesures, puis il va tirer ses conclusions. Vous voyez apparaître la méthode scientifique. Donc, à ce moment-là, ça, c'est de la recherche. Merci d'avoir clarifié. Puis en tant que chercheur de ton côté, une journée type, là, ça ressemblerait à quoi? C'est quoi ce travail-là en général, tes tâches? Si tu pouvais nous en parler, ça serait super. La bonne nouvelle, c'est que c'est très, très varié comme travail. Évidemment, on l'entend souvent, puis c'est pas nécessairement un mythe. C'est pas mal vrai là, de dire qu'il y a une bonne partie des efforts qui seront consacrés à la recherche de fonds de recherche. Là. Ça, c'est vraiment une bonne partie, puis une bonne partie du stress aussi qui est relié à ça. Fait qu'il y a la charge mentale aussi qui va avec, là. C'est-à-dire d'avoir un laboratoire où il y a des employés, puis où on teste des hypothèses, tout ça, puis tu veux continuer à le faire fonctionner. Fait qu'il y a une charge à ça. Fait que chercher les fonds de fonctionnement d'un laboratoire, ça prend une grosse part. Par contre, c'est extrêmement satisfaisant comme métier parce qu'on a la liberté de penser, la liberté d'émettre des hypothèses puis de prendre des directions qui sont différentes. Fait qu'il y a une espèce de qualité intellectuelle qui est associée avec ce métier-là qui est assez remarquable, en fait. Explorer les connaissances, de découvrir aussi ce que la nature nous cache. Donc ça, c'est
C'est vraiment important comme aspect. Puis l'autre aspect là, qu'il ne faut pas oublier, c'est former des gens. Donc ça, c'est un aspect super important de la recherche. On forme des étudiants gradués. Dominique, tu es au doctorat en ce moment, donc tu as un mentor qui est chercheur et qui participe, en fait, qui fait ta formation. Euh, en fait, qui supervise, je devrais dire, ta formation. Fait que l'aspect formation d'étudiants, mais aussi transmettre les connaissances. On donne des conférences à différents publics, à des étudiants à l'université, mais aussi à des pairs scientifiques, des activités comme aujourd'hui de grand public. Donc, transmettre les connaissances, c'est vraiment une partie fondamentale qui est importante, qui est très agréable dans le métier de chercheur. Peut-être une question étrange pour toi. Dans l'expression nul n'est prophète dans son pays, on dirait qu'en recherche, c'est encore plus vrai que la moyenne. Y a-t-il une raison particulière qu'il semble que les gens vont à l'extérieur ou proviennent de l'extérieur ou ça se promène beaucoup? Oui, oui. C'est vrai des fois qu'on a de la misère à faire passer nos hypothèses au sein de nos propres organismes subventionnaires. Des fois, les gens savent qu'on travaille dans tel domaine depuis des années, donc ils peuvent percevoir un manque d'originalité, un manque de nouveauté, alors que quand ça vient de l'extérieur, ben, tu dis, ah, on n'avait jamais vu ça, c'est nouveau. Fait qu'il y a peut-être un peu l'aspect de la nouveauté, mais il y a aussi le fait que la recherche aujourd'hui est très, très spécialisée, puis quand on travaille sur un domaine, on n'a pas le choix d'être assez restreint dans notre focus de recherche. Et ça fait que les équipes qui font la même chose que nous sont un peu partout dans le monde, puis on ne peut pas prédire où ils sont. Là. Moi, j'ai des collaborateurs, par exemple, qui travaillent très, très proche de notre thématique en Finlande, puis en Écosse. Puis c'est des groupes avec qui on s'entend très, très bien parce qu'on a une communauté de pensée, puis on pense de la même façon, on a le même genre de réflexe quand on voit une réalité biologique en termes d'hypothèse. Fait qu'on se rapproche. Fait qu'évidemment, ben, j'aimerais ça me rapprocher du groupe de Finlande. Je suis très, très proche du groupe d'Écosse. Fait que oui, je vais aller les visiter, on va les inviter, puis on va partager nos expertises parce que ça nous permet d'avancer dans notre domaine très, très ciblé là, de recherche. Donc, c'est pour, en fait, j'imagine, c'est pour partager des connaissances, des parcours différents, des contextes différents, puis ben, je pourrais dire, entre guillemets, les amis de même connaissance sont plutôt rares dans la même région. Là. C'est ce que je comprends. Oui, ben c'est exactement ça. Il n'y aura pas deux groupes qui fait quelque chose de très spécialisé un côté de l'autre. Quoique, quand on est plus général, oui, là, mais... Oui. Ouais. C'est bon. La façon que tu décrivais tantôt, justement, l'emploi, on sent que le laboratoire ou l'équipe de recherche, c'est un peu comme une petite entreprise. Là, tu dois courir après du financement. Comment c'est financé d'ailleurs, cette recherche-là? Vers qui tu te tournes pour aller chercher des fonds? Comment ça marche ici? Oui. Ben, c'est tout un écosystème de financement de la recherche, puis je vais y aller avec différents niveaux en fin de compte. Là. On a notre gouvernement fédéral qui a des grands organismes subventionnaires pan-canadiens qui financent la recherche. On en a 3 en santé là, qui peuvent toucher la santé. Ben, en fait, qui peuvent toucher la recherche scientifique en général. Là. Il y a les IRSC, le CRSNG, puis le CRSH. Les acronymes ne sont pas vraiment importants. Il y en a qui financent les sciences humaines, un qui finance les sciences ingénierie, sciences fondamentales, puis un qui finance la recherche en santé. Ça, c'est nos grands organismes subventionnaires. C'est très compétitif d'aller chercher des fonds au niveau fédéral, mais c'est une certaine reconnaissance aussi dans la communauté de recherche. C'est-à-dire que quand tu commences comme jeune chercheur, on va s'attendre à ce que tu ailles chercher des fonds au niveau fédéral, puis que tu sois capable d'aller en chercher. Donc, c'est un peu un test. Après ça, ben, on a des organismes provinciaux. Ici, au Québec, on est chanceux en santé. On a le Fonds de recherche du Québec en santé qui fait des efforts remarquables pour financer la recherche. Entre autres, va financer le salaire des jeunes chercheurs ou des boursiers, des étudiants qui font leurs études pour devenir chercheurs. Ça, c'est assez unique au Canada. C'est le même organisme qui va financer nos centres de recherche en santé au Québec, donc plusieurs centres de recherche, puis qui va financer nos réseaux.
Donc, on va parler tout à l'heure du réseau CMDO. C'est un réseau qui est financé par le provincial au niveau du Québec. Fait que là, on a le fédéral, le provincial. Puis après ça, ben, il y a la philanthropie. Donc ça, c'est des donateurs qui vont faire des dons à différents organismes et les organismes vont redonner les fonds à la recherche. On en connaît tous, là, bon, la Fondation Enfants Soleil, mais il y a Diabète Canada, qui est un organisme basé sur la philanthropie, Diabète Québec, basé sur la philanthropie. Il y a les fondations des hôpitaux, c'est tout basé sur la philanthropie. Et les chercheurs peuvent soumettre des projets à ces organismes-là pour aller chercher des fonds. Puis après ça, ben, il y a le privé. Le privé, c'est des compagnies, souvent en recherche en santé, ça va être des compagnies pharmaceutiques qui veulent augmenter les connaissances sur un médicament, évidemment avec l'objectif d'en vendre plus, de faire plus de profit. Donc, il y a cette question-là de l'association du chercheur qui veut avoir l'indépendance de penser avec une compagnie qui, elle, est tournée vers le profit. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes là, de déclaration, de collaboration, de conflit d'intérêts, etc., qu'il faut faire en tant que chercheur lorsqu'on collabore avec le privé. Mais il y en a beaucoup. Puis c'est une part non négligeable du financement de la recherche en santé en général dans le monde, mais aussi au Québec. Donc, le privé, on peut les considérer comme des alliés en recherche d'une certaine façon, parce on entend toujours parler du privé comme étant un peu dire, le danger ou être inquiet ou de ce qui peut se passer. Le privé a ses qualités et ses défauts, disons. Évidemment, il faut faire attention parce qu'eux autres, leur objectif, c'est de vendre le médicament, puis de rendre sa distribution plus grande, puis de faire plus de profit. Ils sont tournés vers ça, puis il faut en être conscient en tant que chercheur. Cependant, il y a des mécanismes en place pour dire que la recherche l'idée de la recherche vient du chercheur et que le sponsor n'a pas son mot à dire sur le design de l'expérience, la conduite de l'expérience, quand est-ce qu'on va arrêter l'étude ou quand est-ce qu'on va la continuer, quand est-ce qu'on va publier, puis de quelle stratégie on va utiliser pour publier. Donc ça, c'est du côté du chercheur. Fait qu'il y a des mécanismes en place pour que la recherche soit dirigée, contrôlée entièrement par le chercheur. Mais quand même, il faut reconnaître que une recherche, par exemple, sur un médicament, si l'hypothèse est vérifiée, va permettre à la compagnie d'aller voir les médecins puis de dire, regardez, notre médicament, on l'a testé scientifiquement puis il marche. Fait que, si c'est bien fait, ça aide la compagnie à faire plus de profit, mais c'est quand même de la connaissance. Puis ça peut aider à régler des problèmes de santé chez des patients. Il faut que ce soit bien fait, il faut faire attention avec un certain nombre de mécanismes de contrôle, mais ça fait partie de l'écosystème, effectivement. Dans un monde où le financement de la recherche est jamais suffisant, ça fait partie du portfolio. Là. Peut-être dans le financement, tantôt, tu as expliqué qu'il y avait au fédéral, au niveau fédéral, provincial et privé, les grands distributeurs d'argent, je pourrais dire. Comment on fait pour appliquer, comment on fait pour avoir cet argent-là? Comment ça fonctionne exactement? On remplit des formulaires. Mais effectivement, c'est des concours. C'est des concours qui sont lancés par ces organismes-là et c'est des concours où on va recueillir les suggestions des chercheurs et chercheuses. On va les classer en ordre de qualité scientifique. Ça, c'est fait par un comité d'évaluation par les pairs. Donc, c'est des pairs chercheurs qui n'ont pas rien à voir avec la recherche qui est proposée, qui n'ont pas de conflit d'intérêt et qui vont juger objectivement de la qualité de chacune des recherches. On va les classer en ordre et on va financer, par exemple, au fédéral, le top 14 % environ de tout ce qui est proposé à chaque année. Donc, c'est un concours, puis ça demande beaucoup de persévérance parce que la première fois qu'on soumet une idée, elle manque peut-être un peu de maturité. Il y a peut-être des choses expérimentales qui n'ont pas été complétées, fait qu'on va se faire rejeter carrément, on va se ramasser dans le bas de la pile. Puis là, on modifie notre idée, on travaille encore en laboratoire, on répare les choses qui n'étaient pas si bien faites dans la première version, puis on la retourne après, puis là, elle va monter un petit peu.
Puis là, éventuellement, ça peut prendre, au fédéral, ça peut prendre de 3, 4, 5, 6 fois avant qu'on se ramasse avec une idée mature, bien articulée, prête à être mise en place, et tout ça. Puis Est-ce que les demandes des autres sont publiques? Est-ce qu'on connaît les rangs de chacun? Est-ce qu'on a cette connaissance-là? Est-ce que c'est offert au public aussi, cette connaissance-là, de ce qui est proposé comme je demande de crois que subvention? les organismes publics divulguent tout ce qui est financé. Et qui est financé, OK. Mais je pense qu'on ne peut pas savoir combien de fois tel chercheur a appliqué. Je pense pas que c'est public. Donc, Mais par tant contre, que c'est pas financé, ça reste de la régie interne. OK, donc, quand tu disais tantôt sur, mettons, sur 100 projets qui demandent du financement, toi, tu sais ton rang, mais tu ne sais pas les autres, tu ne sais pas Non, rien c'est sur ça. les autres. Hein. Non, OK, c'est ça. ça marche. Non, mais intéressant quand même. Est-ce que la politique a un effet là-dedans? Est-ce que la politique peut dire cette année, on veut financer, les politiciens peuvent arriver, cette année, on veut régler le diabète, tiens, par exemple. Ben, il y en a une initiative en ce moment. Il y a une loi fédérale qui a été passée pour l'observation et le traitement du diabète. Là, je me souviens plus du numéro de la loi, mais en ce moment, il y a une initiative majeure fédérale sur le diabète. Ça, c'est des initiatives gouvernementales, puis oui, le politique peut jouer là-dessus. Fait qu'en fin de compte, les organismes, si on parle des organismes fédéraux, là, il y a une certaine portion du budget qui est dédiée à des initiatives ciblées. Ils vont dire, là, on a vu tel autre pays, tel autre pays, tel autre pays. Ils ont toutes des initiatives là-dessus. Au Canada, on n'en a pas tellement, on en veut une. Donc, on va prendre une partie du budget, puis on va demander aux chercheurs de nous envoyer des idées dans ce domaine-là spécifique. Ça s'appelle des concours ciblés. Cependant, c'est jamais la majorité du budget. C'est toujours une partie très faible du budget. Le reste, la grosse partie du budget, c'est des concours qu'on dit ouverts. Donc ça, c'est de l'argent qui finance la recherche et c'est les chercheurs qui proposent leurs idées. C'est comme ça qu'on se retrouve justement à être à la frontière des connaissances, puis les choses qui sont les plus porteuses pour l'avenir, ben c'est les chercheurs qui le savent parce qu'ils voient leur domaine évoluer au jour le jour, puis ils disent ça, c'est important, là, je vais soumettre une demande là-dessus. Et donc, ça vient de la base. Puis c'est les meilleurs projets de recherche parce qu'on finance justement, comme je vous disais, 14% à peu près. Fait que c'est les meilleurs projets de recherche qui vont émerger sur le dessus de la pile puis qu'on va financer. Est-ce que tu penses que les citoyens peuvent influencer le politique d'une certaine façon? Ben, en fait, tu parles du politique. Tu sais, le politique, oui, le choix des initiatives, mais il y a aussi l'importance de la recherche. Moi, ce que je pense profondément, c'est que notre communauté citoyenne doit être au courant de ce qui se fait en recherche, puis comprendre l'importance de la recherche. Puis quand on se retrouve à voter pour nos candidats, ben, c'est ceux qui supportent la recherche scientifique qui vont être élus. Puis comme ça, ben, on va avancer. Parce qu'au niveau de la société, une société qui a une recherche qui est vive, diversifiée puis abondante, ben c'est une société qui est mieux adaptée pour faire face aux enjeux. Dieu sait qu'ils sont nombreux, là. Puis par rapport aux différents projets de recherche qui sont financés, est-ce qu'on a une façon de savoir, tu sais, l'argent qui a été mis dans tel ou tel projet, est-ce que ça a valu la peine? Parce que j'ai l'impression, tu sais, comment on fait pour quantifier ça, là? Est-ce que de mettre de l'argent dans tel domaine, des fois, on voit une petite étude sur Internet ou dans les journaux qui sortent, puis on se demande, ben OK, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Comment on fait pour quantifier ça, puis décrire, ben finalement, c'était-tu pertinent de faire ça ou pas? Ouais, ben, c'est une quantification qui est bien imparfaite, mais il y en a une. En fait, à chaque fois qu'on a une subvention de recherche, on va rendre des comptes à l'organisme qui nous l'a donné, puis on va dire le nombre de publications qu'il y a eu. Donc, on mesure le nombre de publications. Donc, si on génère une publication avec la recherche qu'on a faite, ça veut dire qu'on a généré quelque chose de nouveau. Fait qu'on a atteint un des objectifs de la recherche scientifique, c'est-à-dire générer des nouvelles connaissances. Cependant, on va aussi mesurer le nombre de citations de chacune des publications, parce que si le chercheur ou la chercheuse écrit sa publication puis que personne la lit, ben ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors que si l'article est lu,
Puis il est cité, ça veut dire qu'il sert comme base de recherche à d'autres. Donc, plus l'article est cité, plus il y a eu d'impact. Donc, on va mesurer l'impact de chacune des publications. On pose aussi des questions à savoir si la recherche a eu de l'impact sur certaines communautés, sur certaines façons de faire la prestation de soins, sur la manière de pratiquer la médecine. Donc, on va poser toutes ces questions-là. Puis il y en a que oui, il y en a que non, à divers degrés selon les critères là, qui sont évalués. Mais ça demeure imparfait parce que on ne sait jamais, en fait, quand on fait de la recherche, on ne sait jamais quand est-ce puis comment que ça va servir, ce qu'on génère comme connaissance. Fait qu'il faut être prudent à dire, bon, la recherche du chercheur X qu'on a financé pendant 3 ans n'a rien donné parce qu'après après la fin de son financement, il y a eu juste 1 ou 2 publications qui n'ont pas beaucoup de citations. Il faut faire attention parce que ça prend du temps. Ça va prendre des fois 3, 4, 5, même 10 ans avant que la connaissance qui a été générée prenne son utilité. Puis là, à ce moment-là, le nombre de citations va augmenter de façon remarquable. Il y a de la recherche, on parlait du pilier 1 tout à l'heure, la recherche fondamentale, souvent, c'est de caractériser des mécanismes moléculaires. Puis les gens n'ont pas ciblé de molécules encore pour toucher à ça. Fait que ça va prendre 10, 15, 20 ans avant qu'on ait un médicament. Un des bons exemples là-dessus, c'est les chercheuses qui étudiaient les hormones gastro-intestinales dans les années 80. C'est des hormones qui sont sécrétées par le tube digestif, puis ils sont dans la circulation entre 2 et 7 minutes. Fait que le tube digestif les sécrète, puis sont dégradés tout de suite. Fait que l'action est super limitée, puis ça régule vraiment le fonctionnement du tube digestif. Les gens disaient, ça donne rien de chercher là-dessus. Il n'y aura jamais de médicament qui va sortir de ça. Bien, justement, il y a des chimistes qui ont trouvé des manières de faire vivre ces molécules-là plus longtemps dans le sang. Puis un des exemples remarquables des dernières années, c'est l'Ozempic. Ça, c'est une hormone gastro-intestinale modifiée pour qu'elle reste plus longtemps dans le sang. Puis elle agit sur le pancréas, puis sur le cerveau. C'est utilisé à grandeur de la planète maintenant comme un médicament prédiabétique, mais aussi dans la gestion du poids corporel. Fait que les espèces de chercheurs fous, si on peut faire un cliché, là, les chercheurs fous qui regardaient ces hormones-là dans les années 80-90, ben, on aurait pu dire que leur recherche n'avait pas d'impact. Mais dans le fond, si on attend 15 ans, on se rend compte que, oups, c'est très important de caractériser ça. Dans le financement, j'ai toujours l'impression que la ligne d'arrivée pour un chercheur, par exemple, un chercheur, est-ce que je comprends bien, la recherche clinique, avec un nouveau traitement ou un nouveau médicament qui est prouvé que son efficacité, la recherche est financée jusque-là. Mais en fait, si ça se termine là, ça ne se termine pas. En fait, il faut que ça s'en aille dans les bureaux de médecins. Qui finance ça et comment ça fonctionne pour envoyer cette information-là à la fin, finalement? C'est vraiment une question importante, puis c'est une bonne question, puis c'est une question difficile aussi. Ils appellent ça la vallée de la mort. Là. C'est entre la découverte du médicament puis son application dans la clinique, là, il y a une espèce de trou, là, puis c'est extrêmement difficile de faire le pont. Là. Fait que c'est bien connu, puis c'est bien démontré qu'entre des molécules qui ont peut-être un impact puis un marché, il y a une grosse marge. Il y a certaines subventions maintenant qu'on peut aller chercher comme preuve de concept pour dire, regardez, ça marche. Le chercheur qui se retrouve avec une molécule qui fonctionne ou un traitement qui fonctionne peut se tourner aussi vers le privé. S'il y a une compagnie privée qui veut prendre cette molécule-là sous sa charge, c'est peut-être la façon la plus couramment utilisée, je dirais, là, pour les gens qui ont du succès, là. C'est de s'allier avec une compagnie privée qui a les reins assez solides pour faire le dernier bout de la recherche qui va amener à un produit commercialisable. Mais c'est effectivement un bout très difficile. Donc, ce que je comprends, c'est que l'argent à la recherche n'amène pas jusque-là, mais effectivement, on a besoin d'autres amis. Peut-être des amis qui voient de l'argent là, peut-être. Exact. Sinon, c'est un effort qui est difficile à financer de la part du chercheur de rendre ça jusqu'au bout. Puis aussi qui dépasse la science parce que là, on est dans les considérations de marché, de
clientèle cible. Donc, il y a des considérations économiques, de distribution, de chaîne d'approvisionnement. On est dépassé un petit peu la connaissance en recherche en santé. On est plus dans la commercialisation de produits, là. Ouais, c'est sûr, dans certains cas, c'est peut-être. Évidemment, c'est tout un ton gris, cette affaire-là. Il y en a qui sont plus clairs, j'imagine. Il y en a d'autres qui sont plus peut-être des découvertes ou des connaissances plus petites, qui n'ont pas de marché, mais ceux-là, ce que je comprends, sont plus un peu difficiles à Ouais. transmettre. Ah oui, ah oui. C'est bon. Puis justement, tu parlais tantôt de la difficulté d'aller chercher du financement, puis tu as parlé aussi de recherche sur des problèmes de santé qui sont très complexes, là, comme l'obésité, le diabète, les maladies du cœur. Les équipes de recherche entre elles, est-ce qu'il y a moyen de collaborer, de s'aider pour réussir à aller chercher le financement ou carrément répondre à ces questions-là qui touchent beaucoup de gens, mais qui sont difficiles à régler? C'est un des secrets du succès, je dirais, en sciences, la collaboration. Puis en tant que directeur d'un réseau qui principalement a comme objectif de stimuler la collaboration, j'y crois profondément. L'entreprise scientifique est une entreprise de collaboration, puis de collégialité, puis de partage des connaissances. Et c'est vraiment comme ça qu'on va avancer plus rapidement. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises dans ma carrière. Tous les chercheurs, chercheuses que je connais ont bénéficié de collaboration parce que ça nous amène ailleurs, parce que ça nous fait progresser plus vite. On travaille chez nous dans notre laboratoire, mais si on emprunte une technique à notre collègue de l'extérieur, on va générer des connaissances qu'on n'avait pas pensé qu'on générerait, là. Donc, c'est vraiment via la collaboration. Et heureusement, on a des moyens maintenant qui permettent de faciliter les collaborations. Une rencontre web comme ça peut se faire avec des collaborateurs de partout dans le monde. Puis ça facilite beaucoup les discussions face à face. Bien qu'on ne soit pas en personne, on peut échanger de façon très, très spécifique sur des projets, prendre des ententes, organiser des échanges d'étudiants, par exemple, ou de personnel qui vont apprendre des techniques, qui vont les ramener, ou encore de combiner des populations de patients pour avoir un plus gros échantillon. Donc, la collaboration est à la clé de beaucoup d'avancées scientifiques. Tu nous parlais d'un réseau de recherche. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, puis comment ça marche? Un réseau de recherche, c'est des gens qui décident de collaborer entre eux puis de former une entité avec un nom, avec un logo, puis avec un objectif commun. Dans le cas de notre réseau, on a un réseau, c'est un regroupement de personnes qui a pour but de faciliter la collaboration, puis les arrimages, justement, entre les équipes de recherche qui travaillent dans les thématiques du diabète, obésité, maladies cardio-métaboliques. Donc, en fait de compte, c'est supra-universitaire, supra-institution. Donc, dans le cas du réseau CMDO, c'est 300 équipes de recherche à travers le Québec qui sont réparties dans 40 institutions de recherche. Au total, 1200 membres. Et donc, c'est pas simplement une université, c'est des gens de plein d'universités, plein d'institutions de recherche qui décident de faire une organisation qui chapeaute leur collaboration. Donc, ça nous permet de faire des rencontres annuelles sur notre thématique spécifique. Ça nous permet de faire des webinaires comme aujourd'hui. Ça nous permet de faire, de financer des projets de recherche pilotes, de sponsoriser des échanges d'étudiants entre les laboratoires. Donc, on a tout un ensemble de programmes qui permet de faciliter ces collaborations-là. C'est notre objectif avec un réseau. Fait que souvent, les réseaux vont avoir ces objectifs-là qui ne peuvent pas être rencontrés par une université ou par un centre de recherche ou Ça prend quelque chose au-dessus pour faciliter les collaborations entre les institutions. Puis on le voit depuis l'arrivée du CMDO, qui a été fondé en 2012, là, le nombre de collaborations dans nos domaines a monté de façon linéaire. Puis le nombre de publications qui regroupent des chercheurs de plusieurs institutions a vraiment augmenté par rapport à ce qu'on avait avant. En corrigeant là, pour le nombre de publications, etc. Donc, c'est des statistiques qui sont faites, là, mais la présence du réseau favorise la collaboration.
Est-ce que dans le cadre du CMDO, est-ce que tu pourrais parler d'une recherche ou qui est vedette ou je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais quelque chose de significatif qui en est ressorti de cette structure? Oui, ben, je peux donner deux exemples. Un exemple au niveau organisationnel, par exemple, l'organisme Nutri-Québec. Donc, c'est des chercheurs qui étaient membres du CMDO. Le CMDO, le réseau en santé cardio-métabolique, diabète et obésité, c'est ça que ça veut dire CMDO, là, a financé un atelier de travail où il y a des chercheurs, il y avait des praticiens qui étaient là, des gens du gouvernement, donc toutes les personnes, des gens de l'industrie aussi, qui se sont réunis dans un atelier puis qui ont dit qu'est-ce qu'on devrait faire pour savoir ce que les gens mangent au Québec. Puis ceux qui demeurent en santé, c'est quoi la recette du succès, en fait, corps? Que mangent les gens qui sont en santé au Québec? Donc, ils ont en fait designé une espèce de projet de recherche que le CMDO a appuyé, un projet pilote. Et ensuite, ils sont allés chercher des fonds additionnels au fédéral. Et donc, là, sur pied, ça existe en ce moment, Nutri-Québec. Vous pouvez aller voir le site web. Et toutes les familles de toutes les régions du Québec peuvent s'embarquer dans le projet, puis rapporter ce qu'ils mangent, puis leur issue de santé, etc. Donc, c'est un projet qui est longitudinal, donc avec une suivi à plusieurs reprises dans le temps. Et on couvre, avec ce projet-là, ben, l'organisme couvre vraiment l'ensemble de la région du Québec. Donc, c'est une des histoires de succès du CMDO qui était là juste à la base. Donc, le CMDO finance plus l'initiative, mais était là lors de la création. C'est une des histoires de succès. L'autre, je pourrais parler il y a plein de chercheurs là, qui ont réussi à avoir du financement pour des projets pilotes. Je donnerai l'exemple d'une des chercheurs de l'IUCPQ ici, Nathalie Michael, qui a eu du financement du CMDO au début de sa carrière. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle isole des neurones du cerveau, puis elle les stimule électriquement pour voir leur réponse à différents traitements d'agonistes ou de neurotransmetteurs. Puis elle a caractérisé une série de neurones qui répondent aux agents qui gèrent le sommeil, mais qui sont impliqués aussi dans la prise alimentaire. Fait qu'elle a trouvé une région, puis là, je paraphrase un peu ces trouvailles, mais elle a trouvé une région du cerveau qui fait la connexion, en fin de compte, entre les habitudes de sommeil et les habitudes alimentaires. Là. Fait que ça, c'est un nouveau champ émergent là, que le CMDO a appuyé. Puis il y a des découvertes très, très précises, là, entre autres sur la réponse à l'histamine de ces neurones-là, qui ont émergé de ça. CMDO, c'est financé par qui et dans quel ordre de grandeur, à peu près? Le réseau, c'est un réseau provincial qui est financé par le Fonds de recherche en santé du Québec. Fonds de recherche du Québec en santé, je devrais dire. Qui est à hauteur en ce moment, de 570 000 $ par année. En gros, 70 % du budget est redonné à la communauté des chercheurs, puis un 30 % du budget qui sert à l'opération de toute l'affaire. En gros, c'est ça. Peut-être dans le même lien avec le CMDO, on est au Québec, on est un peu comme des Gaulois, isolés en français. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux francophones ou équivalents ailleurs? Ou une question multiple, est-ce qu'on est en sciences en déficit parce qu'on est une communauté francophone? C'est une belle question. Le CMDO est bien connecté avec les sociétés françaises, entre autres la société en cardio-métabolique qui s'appelle ICANN, basée à Paris. On est très, très proche de ce groupe-là. La société d'études pour l'obésité en France qui s'appelle l'AFERO. On est très bien connecté avec eux. Mais je pense que la langue n'est pas une barrière, en fait, pour la science. En fait, le langage de la science, on va se le dire, c'est l'anglais. Et la plupart de nos chercheurs, chercheuses au Québec sont capables de naviguer dans les deux langues. Donc, on est connecté aussi très, très bien avec l'ensemble des organisations canadiennes, mais aussi dans le monde. Le CMDO a des liens privilégiés, par exemple, avec la Société danoise du diabète
et d'endocrinologie. On fait des formations communes à tous les ans. Ils nous envoient des gens à notre congrès et nous, on envoie des gens du côté du Danemark pour faire des formations de pointe sur le diabète. C'est des exemples comme ça où on est bien connecté, oui, avec les sociétés françaises, mais aussi avec d'autres groupes partout dans le monde. Puis la recherche comme ça, là, pour voir un peu monsieur, madame, tout le monde, mes parents, mes amis, pour le public, pour un citoyen, une citoyenne, comment est-ce qu'ils pourraient s'impliquer, participer là-dedans, en savoir plus? Je ne sais pas, Denis, si tu veux nous parler un peu de ton expérience à toi, là, vu que ça fait quand même un bout de temps que tu te promènes un peu dans l'écosystème de la recherche, ça serait intéressant de savoir comment tu as vécu ça. Comme je disais tantôt, on va commencer par la première marche là-dedans un peu. Donc, je pense que la première chose, il faut avoir un intérêt. Puis je pense que tout ça, ces activités-là, comme aujourd'hui, c'est un peu de développer cet intérêt-là. Donc, comment on intègre là-dedans. Là, il y a plusieurs rôles potentiels. Dans mon parcours à moi, il y en a eu plusieurs, comme je disais tantôt. Mais ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est que c'est beaucoup de facteurs humains. Hein. Donc, par exemple, à titre de patient partenaire, toi, tu vas embarquer dans ces projets-là et vice-versa. Les chercheurs, peut-être, cherchent quelqu'un aussi pour avoir un œil différent sur le projet. Mais là, chacun est nerveux. Tout le monde est plein de bonne volonté, mais tout le monde est nerveux à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne-là et vice-versa, qu'est-ce que je vais faire avec cette équipe de recherche-là où j'y comprends rien. C'est vraiment un challenge parce que les gens, eux autres, au niveau de la recherche, sont très structurés avec quelque chose d'assez précis dans un carcan de recherche qu'on peut comprendre que pour arriver à un résultat, ça ne peut pas aller partout. Et tu intègres des gens, eux autres, qui veulent amener leur quotidien. Donc, ils gardent les enfants, ils travaillent, ils prennent un coup des fois, ils font la vraie vie, quoi. Et les autres, ils ont des problèmes associés à ça, une vision associée à cette vie-là très, très courante. Donc, il faut marier cette information-là. Et je pense que ça a une valeur incroyable, justement, au niveau de la recherche, pour sortir un peu la théorie puis amener un peu plus de la réalité de la vie, que les enfants sont malades, puis toi aussi, tu es malade parce que tu as pogné la grippe, etc. Puis ça défait toutes des structures de recherche ou les résultats de recherche dans certains cas oui, ça dans un cas parfait. Donc, tout ça, pour dire, ça amène beaucoup d'informations et ça amène beaucoup de besoins d'écoute des deux côtés. Donc, chacun doit se mettre dans les souliers de l'autre, savoir essayer de comprendre ce que l'autre essaie de faire et vice-versa, essayer de dire, de faire, d'intégrer ces gens-là. Puis l'intégration des patients, par exemple, des patients partenaires, mais c'est pas une tâche facile. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui est gratuit, entre guillemets, en termes de temps. Et ça, c'est peut-être une des problématiques. Les chercheurs n'ont pas de temps. Donc ça crée une difficulté supplémentaire là-dedans, là, comment intégrer ces gens-là. Puis, ça prend, c'est de trouver sa place. Aussi, une fois rentré, c'est quel rôle je peux jouer? Est-ce qu'on peut me déterminer à quoi je vais servir? Parce que les gens ne sont pas différents. Hein? Ils veulent être utiles. S'ils ne sont pas utiles, ils n'ont plus envie d'être là. Ils veulent avoir une certaine reconnaissance de ça. Je dis tout le temps aussi que la contribution, ça n'a pas besoin d'être de donner sa vie en recherche. Hein? C'est à titre de citoyen. Seulement répondre à un sondage à l'occasion pour informer de c'est quoi qui nous touche dans le cadre d'une maladie particulière, ça donne de l'information. Puis je pense qu'au fil en aiguille, si ça nous intéresse, si on veut contribuer un peu plus, mais peut-être, tantôt, Dominique, tu me donnerais une façon de comment contribuer, comment embarquer dans la machine un petit peu. Mais peut-être une deuxième étape, on en fait un peu plus, puis on contribue de plus en plus. Ou sinon, au minimum, on reste informé, parce qu'à la limite, moi, j'ai réalisé ça depuis longtemps, entre mes rendez-vous chez le médecin, c'est moi le docteur. Donc, si je ne comprends pas ce que je dois faire avec ma santé, puis où ça s'en va, mes traitements à moi que je me donne à tous les jours sont probablement un peu moins efficaces, un peu moins pertinents. Donc, c'est un peu tout ça, je pense, que la participation citoyenne peut faire là-dedans. Puis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, finalement. De façon remarquable, je dirais. Bon, oui, tu as ouvert à des super bons points de discussion parce que c'est un peu l'objectif aussi de pourquoi on a cette conversation-là aujourd'hui. C'est une première discussion d'une série de plusieurs. Puis l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'établir un dialogue entre les équipes de recherche
puis le grand public, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de travailler chacun de notre côté, on ne se parle pas beaucoup. Puis la seule façon de discuter ensemble, ben, c'est ce qu'on diffuse ou ce qui passe par les médias. Donc, il faut trouver une façon de réussir à se parler. Puis avec des discussions comme ça, ben, justement, ça nous permet d'avoir les questions du public, d'être capable d'y répondre avec la meilleure personne possible, l'expert ou l'experte qui travaille sur ces questions-là à longueur d'année. En même temps, de partager un peu ce qui se fait en recherche au Québec, parce qu'il y en a de la belle recherche qui se fait ici, mais il faut que ça se rende, il faut que les gens soient au courant, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, le financement, il est beaucoup du public. Donc, il faut savoir un peu notre argent, ben, où est-ce qu'elle va, à quoi ça sert finalement, puis pourquoi ça nous sert de financer cette recherche-là. Donc, l'objectif de nos conversations comme aujourd'hui, ben, c'est de donner des outils aux gens aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe en recherche, puis savoir comment s'impliquer. Fait qu'en suivant un peu ces vidéos-là, en interagissant avec nous après dans les commentaires, en nous écrivant, puis en justement s'inscrivant par exemple à nos infolettes pour recevoir l'information, les prochaines diffusions. C'est une belle façon de s'impliquer de ce côté-là. Puis s'il y en a qui sont intéressés davantage après à participer carrément à des projets de recherche, à s'impliquer dans l'organisation à différents niveaux, il ne faut pas hésiter à nous écrire, puis on va essayer de trouver une façon de faire fonctionner ça ou vous mettre en contact tout simplement avec les bonnes personnes, là. Donc, c'est un peu ce côté-là. Ou peut-être même juste venir écouter les conversations. Il faut juste écouter pour commencer. Écoute, ce qui se passe. Tout à fait. Oui, puis nous, on se donne comme mission aussi de participer le plus possible aux événements grand public là, de communication, vulgarisation scientifique. On essaye d'être là un peu partout au Québec. Donc, regardez la programmation si jamais il y a un événement dans votre région, puis essayez de voir. On risque d'être présent si ça touche à nos thématiques. Donc, excellent. Ben, merci beaucoup à vous deux. Je pense que ça fait déjà un bon tour d'horizon. On a répondu à beaucoup de questions aujourd'hui. Ça ne sera pas la dernière discussion probablement qu'on va avoir ensemble. Donc, ce fut un plaisir. Puis, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci Denis d'avoir été là. Merci Dominique d'avoir organisé ça. C'est un honneur pour moi de participer. Bien humblement. Merci, je suis content moi aussi d'avoir participé à cette expérience. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.